Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 5, les mécaniques de jeu, partie 2. Je suis Simon. Oh yeah, partie 2! Donc je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du Tiger Wood des jeux. Il enchaîne les jeux et les femmes, Monsieur Jean-François. Salut Simon, part 2! Oui, part 2, et même le part 2, on aurait dû faire part 3, je pense, parce que je sais même pas si on va avoir le temps de couvrir tout ce qu'on veut dans cet épisode. Ben non, en effet, mais écoute, là, ça va être vraiment un épisode rempli. On va avoir peut-être un petit peu moins de segments et vraiment parler là, du cœur du sujet et des différentes mécaniques de jeu. Mur à mur, mais quand même, on va quand Ben même ouais, commencer exact. avec une chronique que tout le monde apprécie particulièrement, la chronique du chef. Découvrez les revers de l'industrie, ce qui se cache derrière les portes closes. C'est le moment de la chronique du chef, avec votre chef, JF. Et oui, aujourd'hui, à la chronique du chef, je vous pose une question à vous et à moi aussi, dans le fond, qui est la question, qu'est-ce qu'un jeu québécois? C'est quoi un jeu québécois? Je suis persuadé que si vous êtes des acheteurs de jeux, que vous avez magasiné un petit peu, vous vous êtes fait dire, ceci est un jeu québécois, ça c'est le fun parce qu'il est québécois. Je le dis moi personnellement à plusieurs reprises parce que je veux mettre ce type de jeu-là de l'avant. Mais est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi un jeu québécois? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que les gens, en réalité, s'imaginent que quand on leur dit c'est un jeu québécois, ils s'imaginent que tout a été fait au Québec? Parce que, comme on l'avait vu là, à la dernière chronique, il y a plusieurs intervenants qui viennent dans la création d'un jeu. Et il y en a 4, évidemment, qui sont majeurs au niveau des gens qui vont vraiment contribuer à la création d'un jeu. Et c'est les auteurs, les éditeurs, les fabricants et les distributeurs. Ces 4 intervenants, donc, que c'est vraiment eux qui vont mettre la main à la pâte, qui vont toucher à la création du jeu du début à la fin. Mais est-ce que vraiment on s'imagine que tous ces intervenants-là sont québécois? Quand on est conscient un petit peu des prix de fabrication de jeux, qu'on est conscient que, en fait, la majorité des jeux de société sont fabriqués en Chine, est-ce qu'on peut encore dire que c'est là un jeu québécois, même s'il a été fabriqué en Chine? Alors, c'est un peu cette définition-là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça, un jeu québécois? Il y a quelques exemples qui m'ont un peu marqué à ce niveau-là, qui m'ont vraiment fait poser cette question-là. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler un peu et ouvrir un peu le débat, à savoir qu'est-ce qu'on entend par ce sujet-là. Parce qu'il y a un jeu qui est sorti il y a quelques années chez la compagnie Le Scorpion Masqué qui s'appelle Vendredi 13. Ce jeu, c'est un jeu d'un auteur connu. C'est bien sûr le Dr. Kinedia. Et donc, le Dr. Kennedy qui crée un jeu et qui fait un jeu édité par le Scorpion Masqué, tu te dis « Wow, c'est impressionnant! Comment le Scorpion Masqué a pu réussir à créer un jeu avec le Docteur? » C'est toutes ces questions-là qui m'ont fait poser la question, parce que, oui, on pourrait dire que ce jeu Vendredi 13 est un jeu québécois parce qu'il a été édité par le Scorpion Masqué, mais ce qu'il faut comprendre dans notre réalité au Québec, c'est un peu le fait que, oui, on est des éditeurs, mais aussi les compagnies vont utiliser des jeux édités par d'autres compagnies et les traduire pour le Québec. Donc, oui, le Scorpion est éditeur de la version en français pour le Québec, mais n'est pas le vrai éditeur du jeu. Donc, est-ce qu'on peut dire que vraiment Vendredi 13 est un jeu québécois? Et je pense pas qu'on peut dire ça. Parce que ce jeu a été fait là, à toute réserve, si je ne me trompe pas, par la compagnie Amigo, qui serait une compagnie allemande. Donc, peut-être que c'est l'éditeur, peut-être que c'est l'auteur qu'il faut aller voir. J'ai essayé peut-être de regarder un petit peu. Moi, je viens du cinéma, je connais un peu plus cette industrie, puis j'ai réfléchi un peu à comment identifier en fait la provenance d'un produit culturel comme un film ou un jeu.
Et là, quand je pensais au cinéma, je pensais à Denis Villeneuve qui va faire des films aux États-Unis, des gros films américains. Tu te dis, ben, c'est clairement pas des films québécois, ces films-là. Donc, c'est des films américains. Donc, est-ce que parce qu'il est aux États-Unis, c'est un film québécois? Mais après ça, tu penses à des films comme X-Men qui sont en grande partie tournés à Montréal. C'est aussi des films américains. Donc, ça ne m'a pas donné tant de réponses, en fait, à ce niveau-là. Je suis allé voir aussi d'autres films qu'on considère vraiment des films québécois. Donc, par exemple, Bon Cop, Bad Cop, ben, tu te rends compte que toute la production est québécoise, les acteurs, les auteurs, le cinéaste, et ainsi de suite. Donc, OK, peut-être que le jeu, ça doit être ça. Le jeu québécois doit, tu sais, de toutes ces facettes et de tous ces aspects du métier à être faits par le Québec et au Québec. Après ça, je suis allé voir comment la Palme des Jeux, qui était le prix là, décerné par Ludo Québec, qui vient de voir le jour il y a quelques mois. Donc, comment ils définissaient, parce qu'eux, ils ont un prix qui récompense les jeux, le jeu québécois de l'année. Et selon leurs critères, dans le fond, l'auteur et ou l'éditeur et ou le fabricant doit être québécois. Donc, c'est une définition assez large, dans le sens que l'auteur peut être québécois sans que la compagnie la soit pour que ce soit considéré un jeu québécois, ou vice-versa, l'éditeur peut être québécois, mais pas l'auteur. Donc, OK. C'est intéressant, mais ça me semble être une définition un peu large. Surtout que j'ai déjà parlé à quelques auteurs. Vous savez, je suis un petit peu impliqué dans ce monde-là et j'ai côtoyé quelques auteurs de jeux qui sont vus éditer des jeux, mais pas au Québec, pas par des compagnies québécoises. En fait, je parle entre autres de l'auteur Bruno Crépeau pour son jeu Rockwell, là, sorti par la compagnie Sit Down, qui est une compagnie belge en 2013, et de l'auteur Martin Boissel, plus récemment, là, qui a sorti le jeu Star Cartel chez Osprey Game, qui est une compagnie qui vient d'Angleterre, en fait, en 2017, là, donc assez récent. Et c'est des auteurs québécois, c'est des gens d'ici qui ont créé leur jeu ici, ont probablement fait des démarches à essayer de se faire éditer au Québec, qui n'ont pas réussi, et donc se sont vus se faire éditer des jeux à l'étranger. Mais quand je vois ça, quand je vois ces jeux, j'ai de la misère à identifier ces jeux comme étant des jeux vraiment québécois, dans le sens que on dirait que vu que la compagnie de création, la compagnie d'édition est d'une autre origine, ça me donne pas nécessairement envie de dire que c'est un jeu québécois. Je peux rien mentionner que c'est un bon jeu et que c'est un jeu d'un auteur québécois, mais je vais faire la nuance et peut-être pas nécessairement dire de front que c'est un jeu québécois à fond. Ça amène d'autres problématiques dans l'édition, dans la réédition de jeux, justement parce que c'est un jeu assez populaire, assez connu, là, qui s'appelle Mysterium, qui aurait été édité par Asmodée. Mais quand on creuse un petit peu derrière, on se rend compte que ce jeu est un jeu à l'origine polonais, sorti par la compagnie polonaise Portal Game, du nom de Tadjiminski Domostu, si je ne me trompe pas. Donc créé par des auteurs ukrainiens, si je ne me trompe pas non plus. Donc, est-ce que Mysterium, qui est une réédition d'un jeu sorti à l'origine en polonais dans une autre langue, peut vraiment se prétendre être devenu un jeu français parce qu'il a réédité un jeu et a changé un petit peu le design, si on veut, et quelques règles? Donc, c'est une problématique qui me semble, encore là, très floue et très difficile à déterminer, comme l'industrie est un peu se mélange et les compagnies se mélangent un peu entre elles. On dirait que ça rend le tout vraiment difficile. Par contre, on parle beaucoup d'une compagnie ici au podcast qu'on apprécie, qui est une nouvelle compagnie québécoise qui s'appelle Plan B. Quand j'analyse leur jeu, Plan B a actuellement 2 jeux d'édité. C'est le jeu de Century et le jeu Azul là, des auteurs Emerson Matsuuchi et de l'auteur Michael Kissling. Ils sont du moins pour Kissling, qui est un auteur très connu dans l'industrie du jeu, qui est de longue date, un auteur qui a de très bons jeux. Mais en réalité, cet auteur-là, même s'il n'est pas québécois, parce que la production, parce que le travail de développement, parce que la compagnie
plan B, a décidé d'accepter ce projet, ce prototype de l'auteur et décidé de le développer, de le mettre sur le marché. Pour moi, ces jeux, je pense que je peux admettre que pour moi, ces jeux, ce sont des jeux québécois. Alors, est-ce que c'est votre définition de ce qu'est un jeu québécois? Je pense avoir ciblé un peu le tout, c'est que un des moyens importants ou majeurs pour déterminer la provenance d'un jeu ou d'un produit, ce serait de repérer qui sont les éditeurs ou du moins les créateurs officiels ou les premiers créateurs de ce produit et voir de quelle origine est cette compagnie. Ça me semble être une définition, bon, un petit peu peut-être précise et qui a probablement des lacunes, mais je pense que c'est comme ça maintenant que j'ai utilisé ce terme-là. Alors, si vous avez une opinion différente ou vous êtes d'accord avec mon opinion, laissez-moi savoir. Je serais heureux de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette définition. C'était la chronique du chef avec votre chef, JF. Wow! Bam! Je dois dire que je suis toujours vraiment intéressé là, par les chroniques du chef. C'est quelque chose qui me passionne comme sujet. Et c'est vraiment une bonne question que tu poses, en fait. Je te dirais qu'en plus, tu as beaucoup de bons exemples qui viennent un peu contrecarrer qu'est-ce qu'on peut penser par à prime abord. Et tout le long, la seule réflexion que j'avais, c'est celui qui le diffuse a tellement de pouvoir sur comment le produit est perçu. C'est que je me demandais pas nécessairement est-ce que c'est québécois ou non, mais je pense à un exemple, tu sais là, c'est vraiment pas... En plus, tu as nommé l'exemple du scorpion masqué tantôt. Je veux pas bâcher sur eux parce qu'en même temps, j'adore la compagnie et qu'est-ce qu'ils font, mais je pense au jeu mot pour mot qui est sorti l'année dernière, qui est pour moi un jeu tout ce qu'il y a de plus québécois. Tu sais, je veux dire, le jeu il est parfait, le branding est beau, il est bien présenté, tu sens que c'est un jeu qui est fait pour le Québec. Et après, quand tu te rends compte, ben tu sais, c'est un jeu américain des années 80, 90, 90, et là, t'es comme, ok, ouais, ben, c'est un jeu québécois, non. C'est pour ça que j'ai comme l'impression c'est le diffuseur qui... Et là, c'est plus philosophique dans le sens, est-ce qu'il est vraiment québécois ou non? Mais moi, je l'approche surtout de la perception que les gens vont en avoir. Ouais. Fait que selon toi, Mot pour mot serait un jeu québécois, c'est ça? Mais selon moi, je sais pas, j'étais encore dans la réflexion avec toi, mais moi j'y vais selon l'image, si on veut. Netflix maintenant présente tellement de séries, mais il y en a plein que c'est pas eux qui produisent, c'est juste que les séries sont diffusées sur Netflix et ils mettent leur logo dessus. Et ça crée l'impression qu'ils produisent une quantité phénoménale. Non, ils diffusent une quantité phénoménale. Donc, tu sais, l'idée que l'histoire est réécrite par les gagnants, à quel point les Américains ont cette force de s'approprier les choses, les autres cultures et de les mettre en marché. Ouais. Ça m'amenait vers cette réflexion-là qui était un peu à part, mais bon, on pourra y revenir. Ça m'éveillait beaucoup de choses, là. Ouais, ben, c'est sûr que pour moi, je peux pas dire, je peux pas, tu sais, considérer que le jeu peut venir de plusieurs provenances. Tu sais. Je peux pas dire, ben oui, là, ce jeu-là est québécois et américain et français et espagnol, parce que plusieurs compagnies ont fait des traductions. Mais en effet, tu sais, Mot pour mot est un bon exemple de une édition québécoise d'un jeu, mais qui existait déjà. Honnêtement, selon ma définition, je te dirais, moi, je le considère pas comme un jeu québécois, mais c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement grave dans le sens que même si le Québec a contribué, même s'il y a une partie du Québec qui a contribué à ce produit-là, ça reste un jeu originaire plus des États-Unis. Mais après c'est que ça me fait t'sais, penser qu'il y a tellement d'éléments dans un jeu qui non, mais rentrent et le attends, matériel. je voulais te montrer l'exemple. OK? L'exemple classique là, qui est un film américain qui est amené au Québec, qui est sous-titré, qui est traduit, on prend des acteurs québécois, puis ils font les voix et tout ça, c'est traduit au Québec. Tu sais, ça devient pas un film québécois, là. On peut pas admettre ça. Je veux dire, c'est un peu le parallèle que je fais avec le jeu de société. C'est une traduction, oui, c'est peut-être un peu plus que ce que je viens de te dire par rapport au cinéma, mais ça reste une traduction, tu sais. Ben, j'amènerais peut-être un exemple par rapport à ça que je viens d'avoir, là, puis que t'as pas nommé, mais qui revient un peu à... Parce que là, tu me disais ça, c'est un bon exemple, sauf que moi, je me disais, mettons, je pensais aux Simpsons, si on avait refait les dessins des Simpsons,
Mais là, est-ce que ça aurait été québécois? Et là, parce que je me disais, les jeux, souvent, le visuel va être refait et le matériel va être repensé et tout ça. Et là, j'ai pensé aux émissions de télé. Ouais, Tu sais, les émissions de télé, là, pas de variété, mais presque, tu sais, des concepts qui sont achetés à l'étranger. ouais, Mais les concepts sont achetés, oui, mais au final, la série, oui, le concept n'est pas québécois, mais on considère vraiment que c'est une série, une ouais. émission de télé québécoise. Et le jeu, surtout dans le cas où il est traduit, refait visuellement et tout ça, dans le fond, l'exemple de mot pour mot, on s'entend, tu sais, le jeu, il a été réellement réinterprété, même si, bon, il n'y a pas tant de différence, mais disons que le visuel est refait, les règles Ouais. sont réécrites, Il- le il- jeu est traduit. C'est vraiment totalement autre chose au point de vue du produit, tu sais, en tant que tel. Donc c'est pour ça que je suis un peu mitigé là, par rapport à ça. Ben, c'est pour ça que je vais en parler. C'est une Non, question c'est vraiment un beau assez sujet. pointue, tu sais. Puis je trouve ça un peu lousse de dire que c'est un ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre, tu sais. Québécois, je pense que c'est peut-être un peu plus précis, mais bon. C'est pas nécessairement une question facile, en effet. Non, non, c'est un sujet difficile et tu sais, les gens qui vont être tagués dans cet épisode-là, j'espère que vous allez réagir parce que c'est quand même tu sais, un sujet intéressant puis voir qu'est-ce que les gens de l'industrie en pensent. De toute façon, j'espère qu'on aura la chance là, d'avoir certaines des personnes qui ont été mentionnées comme invités puis c'est sûrement le genre de sujet qu'on va pouvoir aborder. Absolument. Comme on en a mentionné, on en a parlé un petit peu à dernier épisode, à la part 1. Magnifique. Donc là, on est dans le cœur du sujet, on revient Ouais. dans les mécaniques, on se retrouve face à cette liste absolument monstrueuse de mécaniques diverses. Est-ce que tu veux commencer? As-tu quelque chose sous la main? Alors, les jeux de points d'action. Donc, c'est une mécanique intéressante que peut-être bien popularisée, connue par Pandémie, entre autres, mais une belle liste quand même de jeux là, qui utilisent les points d'action. Là, on pense à des jeux comme Blood Rage, même, qui utilisent la rage, qui va déterminer tes actions que tu vas pouvoir faire. Donc, c'est une mécanique, tu sais, euh, peut-être, encore une fois, peut-être pas vraiment beaucoup utilisée. C'est une mécanique, comme on la connaît dans Pandémie, est quand même un peu marginale. Mais malgré tout, tu sais, dans les jeux, et dans des jeux vraiment accessibles, et dans beaucoup de jeux très, très accessibles, quand on dit, ben, à ton tour, tu as une action et tu as un choix de quatre actions, ben, à quelque sorte, c'est un jeu à point d'action, là. Donc, on pourrait dire ça de Les Aventuriers du Rail ou de Splendor ou de Century. Mais un petit peu plus typiquement, là, quand on parle de jeu de point d'action, et moi, j'aime parler de ce jeu majestueux, Tikal, qui était probablement un des premiers jeux là, avec un système de points d'action là, qui nous permettait d'avoir 10 actions à notre tour et faire plusieurs actions qui coûtaient 2 ou 3 ou 5 points d'action, dépendamment du type d'action que ça te permettait de faire. Donc, c'est quand même un jeu majeur là, dans cette catégorie-là. Puis après ça, c'est Pandémie là, un peu plus popularisé. Et là, vraiment d'autres jeux coop, entre autres, ont réutilisé cette mécanique de points d'action. Oui, absolument. C'est comme tu dis, c'est quelque chose peut-être qui était un peu plus utilisé avant. Ouais, Sauf qu'on voit justement l'exemple de Pandémie, ben, c'est quand même un jeu qui date, mais tu sais, qui l'utilise très bien. Et comme tu l'as dit tout récemment, le Blood Rage qui réutilise cette idée-là de point d'action. Belle manière de créer des choix intéressants pour les joueurs. Je ouais. fais-tu 4 fois cette action-là parce qu'elle coûte un ou je fais une fois celle-là puis elle me coûte 4. Donc, tu peux vraiment moduler là, si on veut, l'influence qu'un joueur peut avoir sur le jeu avec ces actions-là. Euh, c'est une belle façon là, de créer un système d'action qui est un bon défi pour les joueurs. Rajoute de la profondeur, puis malgré tout, rester pas si massif, là, si difficile. Non, absolument. C'est une très belle mécanique là, que j'aime beaucoup. De mon côté, j'irais avec bon, une mécanique qui est assez populaire puis qui est utilisée dans plein de jeux. En fait, c'est la mécanique qu'on va appeler celle de draft, de repêchage de cartes. Euh, le, OK. bon, le bon exemple de ça, dans le fond, c'est ben, Seven Wonders, qui est très connu, ou Sushigo.
aussi qui est très connu, qui sont des jeux pratiquement exclusivement de draft. Sauf que c'est une mécanique qui va être aussi utilisée dans d'autres jeux qui sont souvent plus gros, mais dans lequel il y a un draft qui va se passer. Donc, bien entendu, Terraforming Mars est un bon exemple. Blood Rage aussi. Concordia, qui est très intéressant à ce niveau-là. Mmh. Donc, ça, c'est quand même des jeux assez emblématiques du genre, là. Ouais, ouais, absolument. Hem, donc, ben ouais, de mon côté, je continuerai peut-être avec des jeux mécaniques de contrôle de territoire. Alors, c'est quand même une grosse mécanique, là. Ouh, c'est du lourd! Ouais, exactement, parce qu'il y a, bon, ouais, évidemment plein de types de mécaniques qui utilisent le contrôle de territoire, mais en gros, la mécanique va se faire de sorte qu'il y a plusieurs territoires, plusieurs zones sur un plateau, et ben, tu vas devoir essayer de contrôler en ayant le plus d'influence sur ces zones-là dans le but de faire des points ou de gagner des guerres ou de gagner des combats. Donc, c'est souvent aussi utilisé dans les jeux de confrontation où on va bon, s'attaquer pour reprendre le contrôle de ces territoires-là, mais vraiment utilisé à plusieurs escients et même dans d'autres petits jeux plus simples, ce principe de jeu de contrôle de territoire est présent et utilisé donc comme une mécanique là, assez présente, surtout beaucoup dans les jeux, bon, je dirais Ameritrash, comme on peut appeler des jeux à thématique. Euh, donc, surtout dans ce type-là, mais sinon, assez grosse thématique, là, assez grosse mécanique. Ben, absolument, en fait. Je pense d'ailleurs là, au jeu Dominant Species, Oui, qui est vraiment une belle interprétation plus, si on veut, moderne là, d'un jeu de contrôle des territoires qui sera pas exclusivement un jeu de confrontation, mais qui va être vraiment de. J'avais vu aussi contrôle, mais influence de territoire. Donc, ça, ouais. tu sais, c'est Pas comme trop avoir sûr de des. comprendre la subtilité entre les deux, là, mais Mais tu sais, il y en a un que j'ai comme l'impression, ça va être de soit juste d'être présent, tu sais, alors qu'il y en a un que le contrôle, ça va amener le fait d'avoir une certaine majorité, si on veut, ou d'avoir un monopole sur la zone. ouais, Alors que influence m'amène plus en tête que plusieurs personnes peuvent être là en même temps, à des certains degrés, ou même à la limite juste une fois là, c'est suffisant. Donc ça, ouais, ça va un peu tout à fait. varier. Mais dans le but, là, vraiment d'aller s'emparer de quelque chose qui est sur le plateau. À la limite, je pense même, quand je pense à ce genre de jeu-là, aux jeux comme Smash Up ou Blood Mmh, Ball Card Manager, dans le fond, là, qui sont des jeux ouais, où tu as juste une carte au centre qui représente ton territoire et tu vas jouer des cartes en fait autour de ce territoire-là pour essayer de le gagner et après le territoire va disparaître. Fait que c'est comme à un certain point du contrôle de territoire, mais temporaire dans le but de l'emporter. Euh, donc c'est une mécanique très vaste, là, comme tu l'as dit. absolument. Sinon, de mon côté, j'irais avec, quelque chose là qu'on a déjà parlé, qui est assez connu dans les jeux, c'est les différents types de mécaniques d'enchères. Ouais, Hem, OK, donc c'est quelque chose qui est utilisé, hein, dans plein de jeux différents. On va le voir, des jeux, comme, Power Grid, Keyflower, Five Tribes. Donc tous des jeux qui vont utiliser des systèmes d'enchères, mais pour des actions différentes, si on veut. Des fois, ça va être pour aller chercher certaines cartes sur le jeu. Des fois, ça va être pour déterminer l'ordre de tour. Et des types d'enchères, il y en a énormément. D'ailleurs, je pense au jeu Modern Heart, ouais, Art moderne, ouais, tu sais, qui est un jeu du docteur, le du docteur! docteur, donc Docteur Kennedia, qui, dans le fond, fait un jeu basé exclusivement sur différentes mécaniques d'enchères. C'est Ouais, superbe, là. Il y a plein de façons différentes de créer des tensions dans les enchères, puis il y a beaucoup de jeux qui vont utiliser ça et justement avec un très grand, rayon, là, de possibilités différentes. ouais, en effet, là, c'est un de mes exemples classiques, là, Modern Art, là. Il propose 4 mais 4 types d'enchères différents, puis tu sais, c'est comme il l'amène bien parce que c'est stratégique. Quand tu vas jouer ta carte, tu vas le choisir aussi ton type d'enchère, donc c'est un beau jeu qui est introduit à plusieurs de ces mécaniques-là, mais en effet, il en existe aussi plusieurs autres là, qui marchent très bien, là. J'en vois pas beaucoup. C'est beaucoup des jeux, hein, tu sais, les jeux d'enchères, c'est des jeux plus. Tu joues pas vraiment ça à deux, là, fait que c'est des jeux 3, 4.
4 joueurs et plus. Ouais, Euh, absolument. Ben, tu sais, 4 For joueurs. Sale, c'est un bon Ah, exemple de ça aussi, exact. là, tu sais, où c'est vraiment juste, il y a un type d'enchère, mais c'est un petit jeu, c'est le fun. T'achètes des propriétés, puis t'essaies de les revendre plus cher, mais vraiment basé sur un système d'enchère avec une petite twist cool, là, qui fait que, c'est ça, Ouais, c'est un vraiment joueur de intéressant. partie. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est toujours intéressant aussi, là. Assez rare, ouais. OK, moi je continuerais avec une mécanique classique, là. Tu sais, c'est probablement la première mécanique que tout le monde apprend ou connaît dans les jeux de société. C'est évidemment la mécanique du roll and move. Alors, c'est Oh, 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 roulement le de roll and dés et du move. déplacement. En effet, mais depuis Monopoly, on a évidemment fait du chemin. Et cette mécanique-là, même si elle est simple, elle est hasardeuse, tout ça, il y a plusieurs jeux qui l'utilisent, et qui l'utilisent à bon escient et qui est très efficace. Et je pense entre autres au gagnant du Spiel de Jarez de 2014, le Camel Up. C'est un petit jeu de plateau assez léger, familial, jusqu'à 8 joueurs, dans lequel ben, on va rouler des dés pour faire avancer les chameaux et on va devoir parier sur une course de chameaux. Assez intéressant. Sinon, Formule D, hein, je sais Oh que c'est un grand fan. oui. Ben oui, Ça absolument. reste que shift down, tu choisis ta vitesse, tu roules ton dé en conséquence, puis tu avances de ce que tu as voulu. Ça reste un bon roll and move malgré tout. Après ça, le Deep Sea Adventure aussi qu'on parle souvent. Donc, il y en a quand même plusieurs qui ont réussi à récupérer cette mécanique et à la rendre peut-être un petit peu plus stratégique ou un petit peu plus intéressante que ce qu'on pouvait voir là, dans les classiques jeux des années 80, 70, 80. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui se renouvelle quand même bien, quoique la part de hasard est toujours, présente, mais, Ouais, souvent c'est le absolument. plaisir, hein, derrière ces jeux-là. Formule D, tu l'as bien nommé, c'est le fait d'avoir la course parfaite. Je pensais aussi à Mahé, on avait Ouais, parlé, en un petit effet, peu plus tôt dans la saison, donc en un effet. jeu de tortue, mais c'est vraiment un jeu de, pousse ta chance, donc, où tu vas essayer de faire le tour de l'île, avec le meilleur roulement de dés possible, là. Donc c'est des jeux souvent de un peu de statistiques si on veut, là. Ouais, en effet. Hem, ouais, donc roll and move, comment on pourrait Yes. appeler ça d'ailleurs, en français, roll and move? Oh, roulez bouge. Roulez bouge. Rouler Oui, c'est bouge, ça, hein? rouler bouge, ouais, ouais, c'est pas pire, tu sais, ça sonne aussi péjoratif en français qu'en anglais, je te dirais, mais oui, effectivement. Hem c'est difficile, là. On sait qu'on est limité dans le temps un peu et qu'on n'aura vraiment pas le temps de tout faire. Hem, J'irais avec une mécanique, je sais même pas si j'ai tant d'exemples en tête ou, de choses comme ça, peut-être juste pour, enchaîner, les mécaniques de mémoire dans les jeux. Heu, Ouais. c'est quelque chose qu'on a déjà parlé nous 2 là, personnellement, à propos des jeux. C'est, quelque chose qui est pas beaucoup utilisé, hein, la mémoire, le fait de devoir se souvenir de certaines cartes qui sont à certains endroits. Personnellement, moi, c'est des jeux que j'aime beaucoup, mais je sais que ça semble un peu moins populaire. Je sais pas si tu as un peu des idées par rapport à ça? En effet, ça c'est peut-être une mécanique qu'on associe un petit peu plus à des jeux pour enfants, des jeux jeunesse. Malgré tout, je considère que dans Anabi, il y a une part de mémoire qui est intéressante, qui rend le jeu intéressant Absolument, de c'est un ce bon fait. exemple, Mais en fait. exact, mais j'en ai pas énormément d'autres, là, des exemples à ce niveau-là. Là. Il y a peut-être, je pense, le Labyrinthe magique, qui un jeu plutôt pour enfants, mais qui est intéressant quand même à jouer, qui a une bonne aspect de mémoire, mais c'est ça, c'est vraiment plus caractérisé pour les jeunes. Ouais, ben, j'ai eu la chance de jouer à Pau récemment. Ah ouais, ok. Ouais, Pau, qui ouais. est un jeu, du docteur, dans lequel, D'accord. bon, pour ceux qui connaissent pas rapidement, c'est juste qu'on va aller chercher des super-héros et des super-vilains au centre de la table et on va les empiler un par-dessus l'autre, mais sans avoir le droit de regarder ceux qui se trouvent sous la pile. Donc, il faut se rappeler et souvent, on va vouloir aller voler des personnages à d'autres personnes, alors il faut que tu te rappelles un peu: «Ah, telle personne, elle l'a mis en deuxième. C'est pas, une si grosse partie du jeu. Il y a peut-être une dizaine de tuiles, donc tu peux quand même t'en rappeler. Sauf que je trouvais juste ce petit aspect-là, il était intéressant. Ouais, en effet, là, c'est un petit aspect du jeu, là, rien de très, très, très Non, ça, c'est important, pas là, un gros nécessairement, jeu de mais mémoire, là. ça rajoute un petit peu, ouais. Ouais, absolument. Donc, mémoire, c'était un.
un petit comme ça qui me venait en tête. Ouais, ensuite, ben, parle d'un jeu, c'est un peu un terme étrange, mais de partenariat ou des jeux d'équipe peut-être, Ouais, jeu qui, d'équipe. ouais, c'est ça qu'on voulait parler. Ben, écoute, les jeux d'équipe, en plus, ça peut s'orchestrer quand même de différentes façons, là. Ça peut être réellement deux équipes d'un certain nombre de joueurs égal qui s'affrontent, ou ça peut être la mécanique du un contre tous. Donc, on a des jeux, là, évidemment, comme Star Wars Imperial Assault ou Codename ou Descent. Qui font bien ça, Fury of Dracula, tout ça. Même que les jeux avec potentiellement un trait, parce que rentre là-dedans, parce qu'on va avoir une équipe, on va être allié avec les personnes, mais il y a quelqu'un parmi nous qui n'est pas un de nos alliés, il faut qu'on le devine, ça reste un type de jeu d'alliance malgré tout. Donc ça va quand même assez large, ça reste assez large. Euh, mais c'est ça, jeu d'équipe pour moi, c'est vraiment là, les classiques, là, Scotland Yard, ou des jeux plus de party, de thématiques à la codename ou à la Expressio, ou à la compatibilité aussi, À qui, la décrypto. à la décrypto, en effet. Exact. Ouais, puis en fait, j'ajouterais dans le lot Capitaine Sonore, Oh oui, en effet. qui est vraiment, tu sais, pour moi, le jeu d'équipe des dernières années, là, où tu sens que, tu sais, justement, la notion de partenariat est vraiment présente. Chaque joueur va avoir un peu ce qui a son rôle à faire. Je trouve que dans certains cas, c'est très près des jeux coop, mais dans le fond, c'est comme si tu mettais deux parties coop, une contre l'autre. Ouais, en effet. En effet. Puis, je viens de tomber là-dessus, le Tragedy Looper. Oui, très, très bel exemple. En fait, d'ailleurs, on avait parlé un peu du un contre tous, là. Ouais, C'est deux mécaniques qui se superposent pas mal. Puis dans Tragedy Looper, je pense que c'est un bel exemple là, d'un jeu un contre tous. On n'a pas beaucoup parlé au podcast, mais c'est vraiment non, un mais très bon jeu. pour ça que quand je l'ai vu, il fallait que je le mentionne parce que c'est un jeu que tous les deux on possède, si je ne me trompe pas. Ouais, puis qu'on joue Et jamais, mais qu'on moi, je trouve vraiment jamais, bon. mais qu'on a vraiment envie de jouer. Juste un peu long, un peu peut-être un peu massif au niveau des règles et tout, mais vraiment particulier. Un des meilleurs jeux avec des loops temporels de retour dans le passé qui marche Ouais, tellement il y a bien, pas là. beaucoup de jeux, qui traitent de cette thématique-là, Trop d'ailleurs, peu. tu Trop sais, on peu, avait dit on parle moins de thématiques et tout ça, mais il va y avoir, un épisode complet, là, sur les thématiques un peu plus tard cette saison. Je crois que c'est l'épisode 12 ou quelque chose comme ça. Ah, il faut On bien en parler un peu, hein? on aura la chance, là, de parler des 3 jeux de voyage dans le temps qui existent. Exact. Sinon, de mon côté, une mécanique que j'aime beaucoup, c'est, bâtissage de réseau, disons, Eh, network building, road building, donc de construire des chemins entre différents endroits. Je pense encore une ouais, fois à Keyflower, très connu Ticket to Ride, bien entendu, qui est basé vraiment autour de cette thématique-là, mais aussi des jeux comme l'Aventure postale, où tu vas vraiment ouais. aller bâtir un chemin, une route. Donc ça, c'est une mécanique peut-être qui est considéré un peu plus familial, un peu plus simple, quoiqu'il y a des jeux, justement comme Steam, des gros jeux de train qui vont réutiliser cette mécanique-là. Mais, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que tu bâtis sur le jeu, donc je trouve que ça crée quand même là, de l'intérêt. Ben, Power Grid d'ailleurs est un très bon exemple de network building. Ouais, Power Grid, d'ailleurs, que j'ai rejoué récemment, et, Mmh. j'ai pu redécouvrir un peu, là, toujours aussi bon, hein, quand même. Mais ouais. Il a pas mal vieilli, ce jeu. Je sais que tu as eu, dans un épisode précédent, une réflexion sur ça et là, ça t'a redonné le goût d'y Ouais, rejouer et de ouais, le tester un petit peu, là. ouais, exact, exact, exact. C'était le fun. Tu sais, vraiment, on était 5 là, fait que c'était quand même long et tout, mais c'était bon. On avait rejoué, tu sais, à un autre des jeux de Freedom Freeze récemment, donc ça m'a mis dans le beat, là. Bon, écoute, il nous en reste tellement à parler, mais pas assez de temps, hein, je pense. On est On va toujours contre le temps ici, hein, là. ouais, Il nous reste à peu je sais près pas. on peut peut-être en parler 2, 3 ou peut-être on essaie d'y aller un peu plus en rafale, nommer
quelques mécaniques comme ça. J'irais d'ailleurs avec une que je trouve qui est juste pas assez utilisée dans les jeux. Il s'agit en fait de la mécanique de pari. Donc de parier sur certaines choses. Ouais. Il y a pas beaucoup de jeux qui le font. Quelques jeux de course vont le faire, comme, Daytona 500, dans le fond Downforce ou, Winner Circle, qui est un très bon exemple de course de chevaux, là, où tu vas parier. À la limite, j'amènerais un des jeux que j'adore vraiment ici, mais, je pense que ça va prendre un peu de temps avant qu'on parle vraiment de jeux de trivia, mais c'est, Wits and Wagers, que je trouve qu'il utilise les paris, là, de façon assez Absolument. intéressante. Très Donc, intéressant, ouais. ouais, c'est ça, un jeu de questions, mais où en réalité, le but, c'est pas nécessairement de répondre bien à la question, mais plutôt de parier sur la personne qu'on pense qui va répondre à la question le plus exactement possible. Donc ça, je trouve que c'est... j'aime beaucoup la mécanique de pari, puis il y a pas beaucoup de jeux vraiment qui utilisent là, cette mécanique-là. Non, en effet, c'est assez rare comme mécanique, là. J'ai pas vraiment beaucoup d'autres exemples en tête là, que ceux que tu as nommés, honnêtement, là. Ouais, c'est ça, il y en a pas tant que ça. OK, une mécanique assez importante, là, assez utilisée et souvent utilisée comme, peut-être une sous-mécanique, une plus grosse mécanique, dans un jeu, mais qui est la mécanique du set collection, de la collection de séries, j'imagine, on va dire. Ouais, collection de séries, je pense que c'est bon. Ouais, ouais, ça fait du sens. Donc, ben oui, c'est ça exactement qui est utilisé dans beaucoup de jeux. J'ai pas là en tête nécessairement un jeu qui utilise que cette mécanique-là. C'est souvent une mécanique mélangée à d'autres, là, dont je pense entre autres à le jeu comme ben, tu sais, Seven Wonders Duel, même dans Five Tribe, il y a un aspect de cette collection. Donc, quand même utilisé dans beaucoup de jeux, même, tu sais, on peut penser à Pandémie, à Les Aventuriers du Rail, c'est simple, on ramasse des cartes, on doit en accumuler un certain nombre d'une certaine couleur pour faire des actions. Des jeux comme aussi Jaipur à deux joueurs, comme Splendor, tout ça, sont des jeux qui utilisent des set collections. C'est pas une mécanique peut-être qu'on pense tu sais, souvent, parce que c'est pas cette mécanique-là et c'est pas une mécanique là, si nouvelle, si innovatrice, mais elle est là, elle est solide, elle est dans plein de jeux et ça marche bien. Fait que c'est comme. Je pense que c'est peut-être une mécanique un peu sous-estimée, là, quasiment. Oui, absolument, mais c'est quand même pas mal utilisé, je trouve, sauf qu'on Ah ouais, dirait que c'est en souvent une planche. espèce de mécanique secondaire ou Ouais, une façon de absolument. faire des points. Tu sais, c'est rare qu'on va voir vraiment un set collection pour activer quelque chose dans le jeu, tu sais. Disons, tu le fais, tu le collectes pour activer un effet. Je pense à un jeu, que j'arrive pas à me rappeler du nom malheureusement. Ah oui, c'est ça, le jeu Mystery of the Temple. Donc un tout petit jeu un peu obscur là, qui est sorti l'année dernière dans lequel tu es un espèce de magicien qui accumule des cristaux. Mais dans le fond, les cristaux, tu vas les utiliser, et bien entendu, c'est des genres de set collection, là, si on veut. Tu vas Ouais. les utiliser pour activer des actions qui vont te donner des bonus, qui vont te donner des points, qui vont te donner des cartes. Donc là, je trouve ça intéressant aussi parce que c'est pas juste une façon de faire des points en fin de partie, mais bien une façon de réaliser les actions tout au cours de la partie. Ouais. Ah, il a l'air beau, le jeu. Ah ouais, très beau en Je... fait, j'ai adoré. C'est un jeu un peu obscur, mais moi j'ai trouvé très bon jeu, assez gamer, pas trop long, 30-35 minutes. Donc c'est très intéressant là. Alright. Ben, écoute, ça mène à parler d'une autre petite mécanique assez utilisée surtout dans les plus petits jeux. Et on parle du Push Your Luck ou du Press Your Luck ou du jeu, c'est quoi en Ouh. français? Le pouce ta Le pouce chance. ta chance. Alors, oui, là, c'est le pouce ta chance. Donc, utilisé dans quand même comme je dis, plusieurs petits jeux. Mettons, je pense rapidement à Diamant, évidemment au classique Ken Stop. Can't stop! Voilà. C'est ça. Ou Celestia ou Deep Sea Adventure. Donc, soit une mécanique là, qui va t'amener à vouloir soit prendre un risque et gagner plus ou jouer safe et garder ce que tu as ou garder ton acquis sans pousser un peu trop. Donc, vraiment intéressant, mais tu sais, tu vois, c'est une mécanique quand même qu'on peut voir
apparaît dans d'autres jeux, là, comme je pense à Clank, entre autres, il y a un petit aspect là, de pousser la chance de vouloir faire plus ou moins de bruit pour avoir plus ou moins de chances de recevoir là, les désagréments du dragon. Ou, tu sais, des jeux, il y en a comme vraiment plusieurs plus gros jeux qui utilisent un petit aspect de pousse ta chance, soit dans piger plus de cartes. Tu sais, juste dans Abyss, il y a ce petit aspect-là. Tu sais, encore une fois, peut-être pas une mécanique super utilisée, mais va être souvent la mécanique centrale ou une mécanique assez importante dans le jeu quand elle est utilisée dans un jeu. Ouais, c'est ça, puis je pouvais pas m'empêcher de penser, bon, encore une fois, à Terraforming Mars, tu sais, qui est un jeu qui m'emballe beaucoup, mais tu sais, tu vas avoir, mettons, l'option de construire une forêt, tu peux la construire sur une carte qui va te donner, sur une tuile qui va te donner une ressource, ou Ouais. le construire sur une tuile qui va te donner une carte. Et juste cet aspect-là de dire, ok, je vais piger une carte dans cet immense paquet, est-ce que ça vaut la peine? L'aspect de pousse ta chance là, est là, dans cette décision précise. Là. Ouais, exact, mais très minime, là, tu sais, Ah oui, oui, c'est comme c'est une infime partie du jeu. En fait, tu sais, c'est Exact. même pas quelque chose qui est expliqué dans les règles. C'est juste comme c'est là, puis c'est un tout petit truc. Sauf que cet aspect-là, on va le retrouver dans plusieurs plus gros jeux, justement, Ouais, comme tu disais, là, dans des micro-décisions qu'on va prendre au cours de la partie. Là. ouais, exact. Ou, tu sais, même dans Codename, il y a cet aspect-là, parce que à ton tour, ton équipe pourrait décider de tu sais, d'arrêter, tu sais, pas prendre de chance, pas, tu sais, bon, dans le codename, on donne un indice, on donne un numéro, c'est le nombre de tentatives qu'on a, mais on pourrait décider d'arrêter avant si on n'est pas sûr de ne pas prendre de risque. Donc, c'est un peu inversé, mais ça fit quand même avec cet esprit de pousse ta chance ou tu sais, de pas prendre de chance, mais de garder un acquis plus petit, peut-être, là. Ben absolument, ça me fait d'ailleurs penser comme à une autre mécanique qui vient vraiment faire le pont avec le pouce à chance, mais qui est un peu la mécanique de spéculation qu'on va retrouver, disons, souvent dans des jeux d'immobilier, à la limite dans le Monopoly. Là, tu sais, est-ce que tu achètes celui-là en espérant que les gens tombent dessus? Mais bon, dans Monopoly, c'est peut-être un peu le mauvais exemple. Mais dans des jeux comme Acquire, où est-ce que tu vas construire là en pensant que tu vas piger la bonne tuile? Ou disons dans Lords of Vegas, quand tu vas construire des casinos, dans le fond, il y a un système de tendance, si on veut. Donc, t'espères que le casino que tu viens de construire va être dans la tendance qui va suivre dans les prochains tours. Donc, il y a cet aspect un peu de spéculation, là, si on veut. Donc, on s'entend, c'est la plupart du temps réellement du hasard, là, mais c'est comme une fausse mécanique parce que c'est vraiment juste du hasard, mais t'as toujours cette impression que tu peux spéculer sur ce qui va arriver, là. Ouais, en effet. C'est encore une fois une mécanique un petit peu plus rare, hein, peut-être. Oui, oui, absolument. Et assez spécifique, là, Ouais. les exemples que j'ai en tête sont pas mal basés sur de la spéculation boursière, de la spéculation immobilière. C'est vraiment ce genre de jeu-là qu'on va voir. À la limite, T'avais-tu. Chinatown Ouais. peut être là-dedans aussi. Ouais, Là. mais même, ça me fait penser à Merchant of Commerce ou Panic on Wall Street. Oui, absolument, absolument. Merchant of Commerce, Panic on Wall Street. Ok, ouais, ben oui, exactement, des jeux de spéculation. Ça, c'est une mécanique que moi Oh, j'adore pour particulièrement. Là. vrai, un des meilleurs jeux de bourse et de spéculation que j'ai joué, c'est Apps and Guts. App and Guts. Oh, 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 Ça oh, dit oui, quelque ça c'est chose? ça c'est un vieux club. Ben, en fait, si je me trompe pas, la première fois qu'on a joué, on était ensemble. Très, très possible. J'ai rejoué, bon, quelques années plus tard, là. Je m'en rappelle quand même assez bien, mais Ouais, je me rappelle pas de tout, mais je me rappelle sérieusement. que. Puis c'est quand même un vieux jeu, mais qui va vraiment chercher l'essence de Ouais. cette espèce de spéculation-là. Là. Exact, parce que toi, Super intéressant comme parce que jeu. tu sais, c'est la petite mécanique qui fait en sorte que tu as des cartes à ta droite qui sont partagées avec le joueur à ta droite, puis des cartes à ta gauche qui sont partagées avec le joueur à ta gauche. Fait que tu as une idée des cartes présentes, des valeurs, des différentes ressources présentes, mais il y a d'autres informations que tu n'as pas, tu sais. Donc, pour moi, là, c'était un ceux qui reprenaient le mieux là, cette essence là, de bourse, de spéculation, voir que ah oui, probablement que celle-là va monter, mais là, ça va dépendre de ce que les autres joueurs vont jouer, puis tu as des différentes façons de jouer la carte, donc vraiment intéressant. Absolument, très très bon exemple. Euh, bon, ben, je vais enchaîner rapidement sur une mécanique que je considère qui est un peu mal aimée des jeux de société, mais qui est pourtant
extrêmement dominante dans le monde des jeux de table, si on veut. Et je parle de la mécanique de la levée. Ouais. Donc, trick-taking game, ça va être appelé en anglais. Des jeux de levée, donc comme le bridge peut l'être, comme le trou de cul peut l'être. Donc, des jeux dans lesquels on va jouer des cartes au centre pour prendre ou ne pas prendre la levée. Donc, toutes les cartes qui auront été mises au centre. Euh, je sais qu'il y a eu quelques essais dans le monde du jeu de société, mais ça a toujours vraiment l'aspect de «Ah, je pourrais jouer à ça avec des cartes normales». Ouais. C'est vraiment Ouais. typique aux jeux de Ouais. cartes, là, tu sais, As, Dame, Roi, Pique, Trèfle. Donc ça tourne souvent autour de ça. Je serais curieux de le voir peut-être dans d'autres circonstances, là. Ben ouais, un jeu de levée maintenant en jeu de société, tu sais, souvent ça va me faire penser à, mettons, le jeu Parade ou Arboretum. Je sais pas si tu les connais. Ben, Arboretum, oui, je connais. Parade, j'ai déjà entendu parler, mais je connais pas vraiment le jeu en tant que tel. Ben, tu sais, on dirait que c'est pas mal ces jeux, ces types de jeux-là qui vont avoir pris la place du jeu de levée qui est pas, bon, nécessairement identique, mais ça va être en gros jouer des cartes devant soi, tu sais, puis il va y avoir une mécanique de quelle carte tu vas pouvoir garder, quelle série de cartes tu vas pouvoir garder selon les cartes que tu as jouées. Donc c'est souvent, tu sais, ça se ressemble un petit peu, ce type de jeu-là, mais il y en a quand même une grosse série. Je suis pas particulièrement un amateur de jeux de levée, là. J'ai joué évidemment plusieurs parties de trous de cul dans ma vie, mais tu sais, là, Pas depuis les 10 dernières années. pas, ouais, pas vraiment, pas beaucoup, non, en effet. Non, d'ailleurs, ça me rappelle que, tu sais, à un certain point, Z-Man, je crois, avait sorti une espèce de série de jeux de levée. Là-dedans, il y avait un truc qui s'appelait Diamond, qui s'appelait Black Spy. Il avait comme réinterprété un peu les OK. classiques, là, justement, des jeux de cartes. Mais bon, c'est ça, tu sais, je me dis, pourquoi ces jeux-là sont pas nécessaires vu, tu sais, le fait que les jeux de cartes existent, là. Ouais, non, je suis pas d'accord, là, dans le sens que je pense qu'il y a quand même de l'innovation qui peut venir de ce genre de jeu, puis des jeux intéressants, puis justement, parce que tu sais, quand on pense aux jeux classiques, souvent c'est tout le temps la même mécanique, les jeux de levée, hein, c'est pige une carte, joue une carte de ta main, c'est assez conventionnel. Là, on a des nouveaux jeux qui ont peut-être un petit peu plus différents, mais qui reprennent cette essence-là. Bon, tu sais, comme je dis, c'est peut-être pas le style de jeu que je vais sauter là, le premier sur ce jeu-là pour les essayer, mais reste que je suis plus intéressé à jouer à un jeu comme Parade ou Arboretum Le qu'un trou jeu de comme le cul. trou de cul. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, le trou de cul. D'ailleurs, le trou de cul qui existe en jeu de société, ça s'appelle Big Boss. Puis c'est réellement le trou de Ah ouais, cul. c'est vrai? Oh, Oh, ouais, tu sais, c'est c'est une boîte triste. là, que t'achètes. D'ailleurs, je l'ai pogné dans un échange, ce jeu-là. J'étais un peu déçu quand j'ai réalisé que c'était le trou de cul. C'était vraiment... ah ouais, c'est triste, hein? Oui, absolument, absolument. Donc, ouais, c'est ça. Mais c'est quand même une mécanique que je serais curieux de voir, là. Tu sais, s'il y a des auteurs qui s'en emparent, comment est-ce qu'ils peuvent amener ça, là, pour que ça soit comme un Ouais. peu plus existant, tu sais, à la limite, le skip-bo réinventé, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, à la limite, là, tu sais, The Game, je le considère presque comme un jeu de levée, là, même s'il n'y en a pas vraiment. Oui, 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 je vois, Mais, parce que c'est vraiment un jeu où t'as ta main, puis tu tu sais, vas jouer des c'est cartes, puis tu ça, vas... tu joues une carte, tu payes des cartes, tu sais, puis t'en joues deux, là, mais, tu sais. Fait que même si c'est complètement différent, puis tu fais pas vraiment des levées, mais je trouve qu'il vient comme chercher un peu, là, quand même. Sinon, on a-tu le temps pour un autre? On a le temps pour un petit dernier. Hey, c'est Ben, vraiment triste, hein. Ça aurait ça serait... vraiment dû être un épisode en 3 parties. On va en manquer beaucoup. Mais je pense que c'est bon. Un dernier, puis on est là. Ben écoute, c'est sûr qu'il y a une mécanique quand même importante qui a influencé quelques jeux, malgré tout, qui s'appelle la mécanique du placement de tuiles, du tile placement game. Donc, évidemment, quand je pense à ce genre de jeu-là, je vais penser au typique jeu Carcassonne qui a un peu mis de l'avant cette mécanique, mais des jeux comme Isle of Skull, comme Cacao l'ont repris. On peut penser aussi même à Patchwork, qui est un jeu de placement de tuiles, mais bon, qui est dans une optique complètement différente que les autres jeux que je viens de nommer, mais qui reste un jeu ben, vraiment de placement de tuiles. On peut même penser à Terraforming Mars, hein, le placement de tuiles sur le plateau, même si c'est pas nécessairement la mécanique principale, c'est quand même une des façons de faire des points de victoire dans la partie. C'est quand même comme ça que j'ai gagné mes 2 dernières Bon, games. bon, bon, bon.
Et voilà. Il y a quand même un aspect important malgré tout. Et bon, un de mes petits favoris aussi, Castle, Mad King Ludwig, où on va devoir placer nos pièces et construire notre château de pièces. Donc, ça va un petit peu dans toutes les directions. C'est sûr que pour moi, là, le jeu de placement de tuiles, c'est vraiment, je pense vraiment typiquement à Carcassonne. C'est ça le type principal. King Domino. King Domino, en effet, un bon exemple de ça. Cette mécanique peut être utilisée évidemment là, comme une mécanique secondaire dans d'autres jeux comme Tekken/Oko ou Tikal, entre autres. Mécanique quand même assez importante dans Neuroshima X. C'est vraiment avec cette mécanique de placement de tuiles, et tes tuiles sont des unités militaires qui va te permettre de gagner la partie. Donc vraiment quand même utilisé à plusieurs essais, de plusieurs sauces, même dans Archipelago, la mauvaise mécanique de placement de tuiles. C'est tellement terrible ça, tellement terrible dans Archipelago. Archipelago, Ben ouais. c'est magnifique! C'est la pire chose. L'exploration. Chaque fois que je pige de tuiles, j'en mets pas. J'ai pas de jetons. Mais c'est à cause que tu piges pas au bon moment, de la bonne place. Arrête, Faut c'est juste que t'acceptes que t'es pas random. un explorateur hors pair. Ça se marche gagne, là, pas, les là. aptitudes d'exploration. Non. Ouais, donc c'est une belle mécanique, comme tu l'as dit, je pense à être utilisée de plein de manières différentes, à plusieurs sauces, et c'est quand même une mécanique là, qui existe depuis assez longtemps aussi. Là. Ouais, exact. Ben oui, ok, là, on n'a pas le choix. Il faut passer en vitesse supérieure. Donc, il y en a énormément qu'on n'a pas parlé. Il y en a des bonnes, il y en a des un peu moins connues, il y en a de tout type. J'imagine qu'un jour, on va revenir sur ces mécaniques-là pour faire peut-être des épisodes complets. Ça pourrait être intéressant, là, justement, d'aller chercher celles qu'on n'a pas faites et d'en faire un épisode dessus. Tout juste avant de passer à notre top 5, on va y aller avec une mini segment. Il s'agit du ça ou ça. Ouh là là. Ok, alors JF, tu te Ouais, retrouves dans une convention ouais, de jeu. ok. Alors, il y a une grosse partie qui se prépare. En fait, il y a même deux grosses parties. Des parties de Eclipse à 9 joueurs. Ok. Donc, c'est dans une convention, tout ça. Donc, ça se prépare. Tu sais que ça va être magnifique, ça va être excellent. Ça va être une expérience inoubliable et probablement, tu sais, au moins 3 photos sur ton compte Instagram qui vont Oh, cumuler à elles intéressant. seules environ 40 à 60 likes. Oh, Donc, quand même, il y a quelque chose là qui se passe. Par contre, tu dois t'asseoir avec certains joueurs à ces tables-là. La plupart des joueurs sont normaux, mais à chaque table, il va y avoir le joueur, ou en fait, dans ce cas-ci, ça va être des joueuses qui vont être assis à ok, côté de toi et ok. qui vont avoir une certaine attitude. On va Ouais. retrouver sur la table numéro 1 la snob. Ok, cette fille-là connaît tous les jeux qu'elle joue sont moins bons que tel jeu, et la règle devrait être telle chose parce qu'elle, elle joue à des jeux chaque jour, elle connaît tous les jeux, et c'est ça, elle connaît tous les jeux, donc elle est vraiment gossante avec ça. Ok. À l'autre table, on va retrouver en fait la gamer ennuyée. Donc elle est blasée, elle est comme ok, fuck off, c'est pas vraiment mon genre de jeu, mais je joue quand même. Elle va être sur son sel tout le long. Elle ralentira pas nécessairement la partie, mais comme elle va pas s'occuper là, de la game, elle va faire un peu n'importe quoi. Et ce qui va t'amener probablement toi à perdre des points parce qu'elle joue pas bien sa game et ça va te désavantager au cours de la partie. Alors, à quelle table tu Ok. t'installes? Ah, c'est pas si mal cette semaine. C'est pas si mal, Non, non, cette fois-ci, c'est mais. quand même, Ah, tu sais, soft. Faut pas que ce soit ah toujours terrible. Des fois, même, ça va être positif, hein. c'est pas si pire. Est-ce que la snob, elle parle beaucoup ou est-ce que j'entretiens une conversation avec elle ou. En fait, elle est assise à côté de toi et elle te parle tout le long. Bien entendu, toi, tu peux pas vraiment placer un mot parce que, tu sais, elle parle beaucoup, là. Tu sais, elle connaît Ok. ça, là, les Mais jeux. elle joue là, elle joue correct, elle ralance pas la game, tout ça, ça va? Non, 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 c'est ça. Je sais que les deux ne ralentissent pas la game, en fait, là. Ok, Il y a pas ce facteur-là, vraiment. ok, ok, ok. Puis, ok, il n'y a pas ce facteur-là, parfait. Puis elle va-tu s'allier avec moi un peu ou Les deux potentiellement? vont pas vraiment s'allier avec toi, je te dirais. Ok. Mais la deuxième, tu sais, elle me fait chier involontairement, là, par exemple. Ouais, l'autre, elle affecte pas vraiment ta partie en tant que telle, je te dirais. Elle fait sa partie, oui, elle va t'affecter comme elle peut t'affecter, vous allez vous allier à certains moments, mais tu sais, vous allez entretenir une relation assez neutre.
Mais peut-être qu'elle va t'amener à vouloir l'attaquer tellement qu'elle va te faire chier, puis c'est pas nécessairement le meilleur move pour toi de l'attaquer, tu sais. Ouais, ok, ok. Bon. Je- bon, ben les deux, ça gosse quand même, même si c'est pas que ça. Parfait. Je pense que j'irai avec la désengagée parce qu'au moins, elle parlera pas, là. Tu sais, ça sera pas. Ouais, exact. Tu Elle va pas te sais, déranger, tu bon, sais, elle va juste être peut-être pas tant impliquée, là. chier ma game. Peut-être, là, potentiellement. Là. C'est peut-être pas appréciable, mais ça me semble moins pénible, tu sais, malgré tout, là. Malgré tout, même si c'est pas le fun de voir des joueurs, tu sais, désengagés, puis dire, ah, ils s'en foutent, ou c'est plate parce qu'ils aiment pas ça, puis ils sont pognés 4 heures, en fait, plus comme 8 heures avec nous, là, si c'est une game d'Eclipse à 9. Ouais, pis tu sais, c'est des jeux souvent où l'expérience, tu veux qu'elle soit forte, puis tu veux que les joueurs soient investis dans la partie, donc... mais je comprends quand même ton choix. Probablement que j'aurais fait un choix assez similaire au tien. Bon, sans plus tarder, on y va avec le top 5 des mécaniques de jeu. Alors, nous sommes à la fin de cette deuxième partie de l'épisode et on va y aller avec nos top 5. Je vous dirais en fait que la plupart des mécaniques qu'on a choisies, c'est des mécaniques euh, dont on a déjà parlé abondamment, ce qui va nous permettre dans le fond peut-être de les défiler assez rapidement et d'être dans les temps pour cet épisode. Numéro 5. Alors, mon numéro 5 est la mécanique de programmation d'action. Un jeu de programmation, là, comme que j'appelle plus spécifiquement. C'est une mécanique que j'ai découvert avec le jeu Robot Rally. Jeu très chaotique de course de robots dans une usine, faire un rallye, essayer aller toucher les quelques points là, de contrôle avant les autres joueurs. Donc, les jeux de programmation, typiquement, c'est des jeux où on va devoir choisir nos actions à l'avance, donc les programmer, et tout le monde va devoir faire ça. Et une fois que c'est fait, on va résoudre les actions dans un certain ordre, ce qui, ben, dans le fond, risque de... Les plans des autres risquent de contrer les nôtres, risquent de changer ce qu'on avait prévu comme action. C'est une mécanique que j'aime beaucoup parce qu'elle est chaotique, mais elle est, tu sais, elle demande de la réflexion, te demande que tu réfléchisses, que tu penses bien à tes affaires pour que, tu sais, forcément, il y a quelqu'un qui se trompe dans son move puis qui te fout dans le trou. Mais malgré tout, c'est une mécanique que j'apprécie beaucoup. Un jeu aussi que j'aime particulièrement qu'il utilise d'une façon un peu différente que ce qu'on avait vu avant, c'est le jeu Colt Express avec le beau jeu avec le train en 3D, donc superbe. Et un jeu que malgré tout j'apprécie, que je monte et que je conseille très souvent, le jeu River Dragon. Petit jeu où on va devoir traverser la rivière au dragon en plaçant nos ponts et nos roches, mais risque de se faire bousculer par les autres joueurs et tomber à l'eau et de devoir retourner à la case départ. Donc, il n'y en a pas énormément, mais c'est une mécanique. Là, à chaque fois qu'il y a des jeux de programmation, généralement, j'essaie de les essayer, j'essaie de voir là, à quoi ça ressemble ce jeu-là. Ouais, je suis quand même assez étonné que t'aimes Ben ça. voyons donc. Tu sais, c'est un bon genre, moi je suis d'accord avec toi, mais c'est pas nécessairement le genre de jeu que tu joues le plus souvent. Ok, tu prépares le terrain, ok. Ouais, ben en effet, sauf que Colt Express, je l'ai chez nous, Robo Rally, je l'ai chez nous. Ce sont des jeux avec une Space expérience. Alert. Space Alert, oui, en effet, j'ai oublié Space Alert, qui est aussi un jeu de programmation. Donc, tu sais, j'y joue pas assez souvent probablement, mais ça reste des jeux, tu sais, plus party, plus léger. C'est sûr que c'est peut-être pas mon style de jeu numéro un, mais ça reste un jeu, tu sais, pour vrai, Robo Rally va toujours comme rester quand même dans mon cœur, ce jeu assez important. Les games massifs qu'on s'est fait à deux plateaux, à deux jeux mixés ensemble, tu sais, Oui. vont rester là, pour moi, tu sais, une expérience de jeu, une mécanique que j'apprécie. Ah, faut dire que je pense que Robo Rally, c'est vraiment l'ambassadeur des jeux de programmation, puis c'est Ouais. un jeu moi aussi que j'adore là, énormément. Mon numéro 5, il s'agit du genre de deck slash pool building. Donc deck building, pool building, un jeu de...
comment on peut appeler ça? Bâtissage de bassin? Je sais pas trop. Euh, donc, en tout cas, Euh, on va réfléchir un peu Construction plus de à ça. paquets? Je sais pas. Construction de paquets, j'aime bien ça. Donc, c'est des jeux souvent dans lesquels on va donc construire des paquets de cartes, de jetons, peu importe quoi, et qu'on va en piger un certain nombre chaque tour pour déterminer nos actions. Donc, moi, c'est un genre que j'apprécie beaucoup. Je sais que la question s'en vient, donc je fais une petite parade à l'avance. C'est effectivement pas le genre de jeu que je joue le plus souvent. Ah, t'es pas Par correct. contre, ouais, je sais, je m'excuse, je m'excuse. Ça, c'est... J'ai paré l'attaque avant même que tu puisses me l'envoyer. Euh, Mais c'est une mécanique que je trouve tellement brillante. C'est une mécanique qui n'existait pas depuis si longtemps que ça, qui est arrivée vraiment bon, avec Dominion, mais qui permet tellement de personnaliser sa partie. Je pense notamment à l'exemple de Vendredi, le jeu Friday de Friedman Freeze, Vendredi, qui est un jeu solo dans lequel en fait on va bâtir un peu notre personnage, on va accumuler même à la limite des malus dans notre paquet là, qui vont représenter, mettons, les blessures qu'on a eues ou le fait qu'on est rendu plus vieux dans l'histoire. Euh, je trouve que c'est une mécanique qui est vraiment appropriée pour raconter une histoire et personnaliser un peu sa partie, là. ouais, ok. Ça me surprend un peu parce qu'en effet, t'en joues pas tant que ça, toi non plus, des jeux de deck building, là. Non, absolument. J'en joue pas tant que ça, mais je pense, mettons, à des jeux que j'ai joué beaucoup, comme Star Mhm. Realms, qui est un jeu que j'ai joué énormément. Je pense aussi à Orléans et Altiplano, qui sont pas des jeux que j'ai joué beaucoup, mais qui m'ont vraiment fasciné par la mécanique de chip Ouais. building. Le Dans le fond, qu'on va jeton. bâtir un sac de jetons. La même chose pour Puzzle Strike, qui est un jeu assez vieux, mais dans lequel l'aspect de justement bâtir un sac de jetons était très fort. Puis il y a beaucoup de possibilités avec ces jeux-là, je trouve. Aussi, je peux penser à Mystic Vale, dans lequel on va bâtir des cartes en même temps que de bâtir un deck avec un système de cartes transparentes. Donc super intéressant. Et il y a des jeux qui vont l'utiliser avec un petit peu plus de parcimonie, là, si on veut, comme je pense à Baseball Highlight 2049 qui le fait très bien, ou Blood Ball Team Manager, donc deux jeux de sport dans lesquels on va aller raffiner un peu son équipe au fil de la partie avec une mécanique de deck building. Ok, ok. Et je rêve d'essayer le jeu Arkham Horror de Card Game, qui est un jeu coopératif deck building qui me semble absolument fascinant. Numéro 4. Mon numéro 4 est la mécanique des jeux temps réel, donc des jeux qui se jouent de façon simultanée. Il n'y a pas de tour, il y a seulement du temps et le temps est notre ressource principale pour effectuer des actions. Je pense beaucoup, là, quand je pense à cette mécanique-là, encore une fois, un des premiers jeux que j'ai pu essayer qui l'utilisait et qui est Escape de Curse Temple. Petit jeu de dés, on roule des dés frénétiquement, on avance dans les pièces, bon, on essaie de coopérer un petit peu. C'est un jeu coopératif, beaucoup de ces jeux-là en temps réel le sont, dont qui est plus populaire là, ces temps-ci, si on veut, c'est Magic Maze, mécanique assez intéressante de temps réel, mais de coopération, mais de non-discussion entre les joueurs. Mais beaucoup d'autres plus gros jeux l'ont utilisé, ils l'ont bien utilisé, même si, bon, c'est des jeux peut-être pas qu'on a joué énormément, mais on parlait souvent de Space Cadet, Space Cadet Dual Dice, Space Alert aussi, qui ont des phases de temps réel. C'est vraiment une mécanique que j'aime parce qu'elle rajoute une tension, elle rajoute une excitation au jeu. On doit faire des choses dans un temps donné, on doit le faire le plus efficacement possible. Souvent, ça va être de coopérer, de discuter, un peu plus comme dans Capitaine Sonore, très intéressant. Donc, mécanique vraiment le fun. Encore une fois, peut-être pas une mécanique que je joue, des types de jeux que je joue énormément, mais toujours des jeux que j'apprécie jouer, de voir là, la diversité là, de l'utilisation de ce concept de jeu temps réel. Absolument, je ne peux qu'appuyer les jeux en temps réel. Je suis un très grand fan de jeux en temps réel. D'ailleurs, si on avait fait un top 6, probablement que j'en aurais parlé. Par contre, je suis vraiment mitigé sur est-ce que
c'est vraiment une mécanique. C'est vraiment à la limite pour moi parce que c'est une catégorie qui est très très large dans le sens que tu peux faire possiblement n'importe quoi en temps réel. Donc ça peut être compter des affaires, ça peut être rouler des dés, ça peut être essayer de deviner qu'est-ce que l'autre personne veut dire. Donc c'est très très large comme mécanique. Ouais, en effet, elle comprend plusieurs mécaniques. Il y a beaucoup, bon, c'est beaucoup utilisé les dés là, dans ça, mais je pense à ta Magic Maze que c'est vraiment juste un déplacement de pions. Tu sais, je sais même pas c'est quoi l'autre mécanique vraiment. Euh, donc, en effet, oui, oui, il y a plusieurs similitudes entre les jeux, mais beaucoup d'utilisations différentes là, du temps réel. Mon numéro 4, il s'agit d'une mécanique fort simple et qui est utilisée à multiples sauces pour multiples raisons dans une quantité phénoménale de jeux. Il s'agit du roulement de dés. Euh, En fait, c'est à la limite ça aussi parce que c'est pratiquement du matériel. Donc, Ouais, comme on c'est sait, les jeux contiennent probablement 3 à 4 composantes principales, les mécaniques, la thématique et le matériel. Il existe des jeux dans lesquels il y a des dés et on ne va pas les rouler, mais il n'y en a pas beaucoup. Par contre, la mécanique de roulement de dés, elle peut être utilisée pour tellement de choses et ça me fascine le dé, cet objet, ce générateur de hasard infini. Mon numéro 4, le ouais. roulement de dés. Ben, c'est assez large hein, comme, comme catégorie, ça aussi, là, je te dirais, parce que quand on parle du pusher luck, souvent ça implique le dé, Oui, du des jeux de ben, roll and combat où il va y move. avoir des dés. Exactement. Euh, mais en effet, tu sais, les dés sont utilisés de vraiment de différentes façons. Puis malgré tout, hein, tu sais, il y a des dés qui utilisent, il y a des jeux qui utilisent des dés sans qu'on a besoin de les rouler, euh, qui utilisent une façon différente d'utiliser le matériel. Donc super intéressant. Moi j'avais en tête là, un jeu qu'on aime beaucoup, je pense que c'est Blueprint, avec cette Oui, mécanique de dés absolument. là. Un jeu dans lequel on va rouler les dés, mais c'est pas tant ça l'attrait. C'est plus un jeu où on va aller sélectionner des Ouais. dés pour leur couleur et leurs chiffres dessus. Oui, donc c'est un bel exemple. Euh, les dés, c'est. Moi, j'adore ça, surtout en roulé. Ça crée une excitation qui est vraiment pas la même que d'aller piger une carte. Mm. Euh, donc, c'est sûr que c'est vraiment deux façons différentes de générer du hasard. On pourra revenir sur cette question-là éventuellement, mais je trouve que le fait de rouler les dés, c'est une action vraiment stimulante là, pour les jeux. Numéro 3. Mon numéro 3 est une mécanique assez populaire et connue surtout dans les types de jeux qu'on appelle les jeux de type allemand. Donc, c'est la mécanique du placement d'ouvriers, du worker placement, mécanique tu sais, qui a été utilisée quand même depuis longtemps. On l'a vu, ça fait longtemps que cette mécanique est utilisée à plusieurs reprises et donc on continue encore à avoir des jeux qui l'utilisent de façon différente et originale, mais il reste peut-être une mécanique là, pratiquement surutilisé là, maintenant dans les jeux. Des jeux comme Tolkien l'utilisent très bien. Marco Polo, des jeux comme Lord of Waterdeep ou un de nos favoris, A Dominion Species. Aussi, un des jeux marquants là, dans cette mécanique-là de placement d'ouvriers, c'est le jeu Keylus là, qui a un peu ouvert la porte à d'autres jeux. Et un de mes jeux là, classiques que je recommande encore beaucoup, qui est un mélange de placement d'ouvriers, de jeu de gestion de ressources, qui est le jeu L'Âge de Pierre. Donc, mécanique intéressante parce qu'elle amène une interaction entre les joueurs, mais peut-être pas une interaction directe là, comme on a l'habitude dans les jeux de confrontation. Une interaction indirecte dans la mesure où souvent les espaces quand un joueur s'y présente, d'autres joueurs vont être bloqués d'y aller, donc peut influencer ce qu'on veut faire comme action. Euh, Mécanique, là, vraiment, là, je sais pas par où commencer, là, il y a tellement de jeux. Je vais juste défiler la liste des jeux qui utilisent cette mécanique-là et c'est assez incroyable. Je pourrais en parler pendant des heures, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs fait un épisode hein, sur les jeux de placement d'ouvriers. Ouais, d'ailleurs, on a fait un épisode plus ou moins double sur les jeux de placement d'ouvriers, tellement qu'il y en Ouais, avait. ouais, c'est ça. Euh, c'est un genre c'est une mécanique qui a vraiment révolutionné le monde des jeux, dans le sens qu'il y a avant les jeux de placement d'ouvriers et après les jeux de placement d'ouvriers.
Ça a eu un peu le même effet là, que justement le deck building sur l'industrie. Là, ça a créé des vagues de jeux utilisant cette mécanique-là. Mon numéro 3, en fait, j'ai mis les jeux de rôle. Hein? Euh, j- Jeux de Ah rôle, ouais. j'aurais pu mettre aussi les jeux de jouer, dans le fond, d'acting, là, d'être un acteur, de prendre un personnage. Euh, je parle pas nécessairement ici de jeux de rôle à la Donjons et Dragons, tout ça, je connais pas assez le genre. Je sais que j'adorerais le jouer, mais c'est pas un genre que je connais beaucoup. Je pense plus à des jeux, disons, comme à la limite Diplomatie peut utiliser cette mécanique de jeu de rôle, ou des jeux comme Two Room and a Boom, tous les jeux de déduction sociale qui vont te donner des personnages, Secret Hitler, Résistance. Et un de mes classiques favoris, le jeu québécois Backstab. Donc c'est vraiment cet aspect-là de jouer un personnage, d'avoir une trame narrative qui va un peu guider tes actions malgré toi. Tu sais, souvent on va voir dans le fond des jeux dans lesquels il va y avoir un traître. La plupart du temps, tu ne décides pas si tu vas être un traître ou non. Donc, on va t'imposer, dans le fond, un rôle que tu vas devoir jouer au cours de la partie. Bien sûr, ça regroupe un aspect de bluffing, de convaincre les autres, ce genre de choses-là. C'est des jeux que j'apprécie énormément. D'ailleurs, dans les méga games dont on a déjà Mm. parlé plusieurs fois, c'est une mécanique qui est très présente. Numéro 2. Mon numéro 2 est une mécanique très très large et plutôt plus une catégorie qu'une mécanique, je dirais. C'est la mécanique du co-op, du jeu coopératif dans lequel nous allons jouer un joueur contre le jeu. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez présent. C'est, oui, peut-être plus une catégorie de jeu parce que englobe plusieurs types de jeux coopératifs qui utilisent des mécaniques assez diverses. Évidemment, dans les co-op, on pense à Pandémie, à des plus gros jeux aussi comme Mage Knight ou Arkham Horror. On va penser aussi à des jeux comme Sherlock Detective Conseil ou peut-être des jeux coop avec Traite. Ça, c'est un petit peu la limite. À mon avis, ça représente peut-être une autre catégorie de jeux ou de mécaniques. Mais malgré tout, on peut pas exclure de cette liste-là des jeux comme Dead of Winter ou Battlestar Galactica. Euh, donc, ben oui, c'est ça, c'est vraiment, vraiment une mécanique que j'apprécie. J'aime ça pouvoir confronter le jeu, pouvoir travailler ensemble, pouvoir en discuter et pas toujours être à se confronter, à discuter avec nous-mêmes pour essayer de trouver la meilleure stratégie pour battre les autres. Donc, vraiment le fun là, de pouvoir avoir ce type de jeu qui est vraiment maintenant présent et très, très popularisé euh, depuis plusieurs années maintenant. Oui, ben absolument. Je pense que tu l'as mentionné, c'est une grosse catégorie, là, bien entendu, qui comprend de multiples mécaniques. Si on doit vraiment le circonscrire, tu sais, l'essence des jeux coop, c'est qu'on va être en groupe contre le jeu. Puis je pense que ça, c'est quand même assez récent dans le monde du jeu qu'on voit ça, même si maintenant, comme tu l'as dit, il y en a tellement qui sortent. C'est très populaire auprès des gens, justement populaire dans le fait qu'il n'y a pas de confrontation. Donc on va jouer ensemble, l'esprit de collaboration, ce qui est peut-être une chose qui est assez récente dans le monde du jeu, là. Ouais. Mon numéro 2, ce sera sans surprise les jeux d'échange et de négociation. Ah ouais. Selon moi, en fait, il y a vraiment très peu de jeux dans lesquels c'est pas justifié d'avoir des échanges et des négociations. Je voudrais que c'est une règle maison assez de base pour moi. J'aime bien rajouter cette mécanique dans tous les jeux parce que la plupart du temps, c'est totalement justifié que ça puisse se faire. Il n'y a aucune raison que ça puisse pas se faire. Donc c'est ça, hein, moi j'adore vraiment l'interaction avec les gens, parler avec eux, négocier des ententes. Il y a toujours un aspect aussi de pousse ta chance, justement, où est-ce que tu vas arriver à avoir le meilleur deal avec la personne. Euh, Bon, là, je niaisais un peu en disant que tous les jeux, je devrais l'avoir. Il y a des jeux qui le font excessivement bien. Chinatown en est un de ceux-là, d'ailleurs, là, qu'il n'y a pas grand-chose à redire dessus. Mais cet aspect d'interaction directe entre les joueurs sans que ce soit de la confrontation,
Je le trouve vraiment excitant. Ça demande une certaine vivacité d'esprit pour être alerte sur les deals qui sont en train de se faire, essayer de proposer une meilleure négociation rapidement. Donc, je trouve ça très intéressant. Et je trouve aussi que c'est une des mécaniques qui fait un beau pont avec la réalité. Dans le sens pas que la réalité est une négociation constante, mais c'est quand même assez fréquent dans la vraie vie qu'on doive négocier. Je trouve que les jeux avec cette mécanique-là favorisent là, le développement d'aptitudes de négociation. Ouais, en effet, c'était en effet pas surprenant de voir cette mécanique dans ta liste. Je sais que tu es un grand amateur de ça. Pour ma part, peut-être un petit peu moins, mais il y a quand même des excellents jeux, hein, tu sais, mettons Sheriff de Nottingham, Oui, exemple absolument. là-dedans, Bonanza aussi, qui est un bel Bonanza, que j'en exemple de parle jeu souvent. Ouais. qui circonscrit beaucoup le genre, puis ça, c'est des types d'échanges qui sont très clairs. Donc ça, c'est super intéressant. Mm. Numéro un. Oh là là, mon numéro un est encore une fois, peut-être catégorie de jeu, mais une mécanique beaucoup trop innovatrice, beaucoup trop intéressante et beaucoup trop excitante pour que je ne puisse pas la mettre sur cette liste. Et c'est bien sûr les jeux de Legacy, de campaign, assez récent comme concept dans le milieu du jeu de société. Et le Legacy, je pense pas qu'il y en a trop encore. J'ai bien hâte. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont été annoncés pour 2018. Bien hâte de voir là, les nouveautés qu'on va nous amener avec le principe d'un Legacy. Donc, Legacy qui est un jeu où, pour résumer là, rapidement, qui est un jeu qui fait en sorte que d'une partie à l'autre, le jeu va être influencé. Il va être influencé par les dernières parties du jeu. Peut-être que le plateau, les cartes, les personnages, les actions et même les règles du jeu vont évoluer d'une partie à l'autre. Donc, grand fan de Pandémie Legacy. J'en ai pas vraiment encore essayé d'autres. Quoique j'ai Charterstone dans l'œil et j'ai bien hâte d'essayer ce petit Legacy. Mais mon numéro sans conteste. Ah ben en fait, magnifique. On aurait pu avoir le même numéro un. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis là. J'ai vu que tu l'avais mis. Je me suis dit, c'est bon, ça va nous permettre d'explorer d'autres choses. J'adore le genre Legacy, mais comme tu l'as dit, j'ai pas joué à vraiment plus de jeux que toi dans ce genre-là. Et euh, je sais pas à quel point j'aime le genre. J'ai aimé les jeux de cette mécanique-là que j'ai joué. Mais je sais pas encore si c'est quelque chose que je vais aimer à long terme, si ça va être bien utilisé dans les futurs jeux qui vont sortir, mais je suis très excité et d'ailleurs Charterstone figure aussi au sommet de ma liste des jeux à me procurer prochainement là, pour 2018. Nice. Mon numéro un en fait, c'est encore une fois assez large. Je dirais c'est les jeux. euh, j'ai vraiment de la misère en fait à dire le bon terme. En anglais, ça se dit les engine building. Donc on pourrait dire les jeux d'engin, les jeux Mm. de construction de moteurs, probablement habituellement des moteurs économiques, des moteurs d'action. Souvent, on va aussi dire juste c'est des jeux de combo abusifs à la limite. Donc, des jeux dans lesquels tu vas vraiment construire ton empire. On a parlé un tout petit peu des jeux pilotés par les cartes. Je trouve qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre les deux. Donc, c'est des jeux où tu vas construire une machine qui va te permettre au fil de la partie de faire souvent de plus en plus d'actions, des actions de plus en plus puissantes. Ce que j'apprécie particulièrement là, de cette mécanique-là, c'est la capacité souvent de vraiment personnaliser tes parties, de poursuivre différentes manières d'atteindre tes objectifs, différentes manières de faire des points, différentes actions possibles. Donc les jeux là, je dirais les jeux de machine. Ouais, il y en a quand même plusieurs types. Ça peut s'orchestrer de différentes façons, mais tu sais, Century, c'est ça aussi, hein, tu sais, c'est simple, mais c'est Absolument, efficace. absolument, Puis ça. même, tu sais, un jeu comme Patchwork, pour moi, c'est un jeu un peu d'engin, là, et là, on est vraiment ailleurs que des jeux que tu parlais plus, des jeux de cartes de combo, tout ça. Mais dans le sens où, ben, il faut que tu mettes des boutons sur ta plaquette pour que ton engin roule puis te rapporte le plus de boutons, tu sais. C'est simple, mais ça reste le concept d'un engine building là, dans sa forme la plus pure, là, d'une certaine façon. Oui, oui, c'est une mécanique là, qu'on va retrouver sous plein de formes dans énormément de jeux.
Je dirais que là, moi, surtout, mon attrait vient de ceux qui sont un peu abusives, là, dans le sens que Ouais. tu peux... parce que, encore une fois, c'est ça, ce qui me fascine vraiment par rapport à ça, c'est le degré de personnalisation que tu peux avoir. Donc, c'est-à-dire, cette partie-ci, je vais me concentrer sur tel aspect du jeu, puis essayer de voir comment est-ce qu'une partie qui est orientée comme ça peut se faire, alors que dans une autre partie, tu vas utiliser d'autres pans du jeu pour bâtir un engin qui va affecter d'autres variables dans le système. C'est vraiment là que ça me fascine. Je trouve que c'est des jeux qui ont une énorme rejouabilité aussi, là. Ouais, en effet. Bon choix, bon choix. Voilà. Hey! Et c'était massif en fait. Et bon, premièrement, on a un peu dépassé, on s'excuse. Ah ouais. Deuxièmement, on n'a pas couvert la moitié de ce qu'on voulait couvrir. Mais bon, on va se rattraper dans des prochains épisodes. Habituellement, on aime ça finir avec une question ouverte. Comme le temps manque, je pourrais peut-être. C'était une question assez large. Hein, c'était invente-moi une mécanique qui n'existe pas dans les jeux. OK. Une mécanique où ton regard influence ton action. Ah, Ok. voilà. Bye! J'aime ça, j'aime ça. Ça me fait d'ailleurs penser à un jeu, je me rappelle plus trop c'est quoi le nom. Non, en fait, je pense que ça, tu l'as eu. On attend le Oh! jeu. Yes! Le jeu des yeux. Le jeu des yeux. En fait, sur ce, je pense que c'est pas mal la fin de l'épisode. Merci beaucoup de nous écouter, de nous suivre sur Facebook. C'est toujours apprécié. Envoyez-nous des commentaires. Ça va nous faire absolument plaisir de vous répondre. Pour ceux qui aiment le podcast mais qui ne sont pas encore abonnés, il y a plein de façons de le faire. Mais la façon la plus simple, c'est aller trouver l'application qui s'appelle Stitcher. Soit sur Android, soit sur iPhone, soit sur votre ordi. Tapez Balado Ludique et abonnez-vous. Chaque semaine, ça va vous envoyer l'épisode au moment où il sort directement sur votre appareil. Sur ce, JF, je te remercie énormément pour ce travail colossal toi, pour Simon. ces 2 épisodes et on se retrouve la semaine prochaine. Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.